aller forcément dans les dangers, mais au final on comprend quels sont les dangers, ou en tout cas comment prévenir de certains risques en analysant finalement en profondeur ces différentes pratiques, parce qu'aller parler des dangers à un moment où ça sert plus à rien, c'est pas vraiment très productif, et c'est pas ce qui nous apprend en tout cas à analyser autrement. Donc pour commencer, je vais vous parler du jeu en tant que tel, puisque j'ai imaginé que si finalement Freud était encore vivant aujourd'hui, il utiliserait Mario Kart avec ses patients, puisque finalement le jeu vidéo, on a beau lui faire porter énormément de maléfices, de diabolisation, etc., finalement on peut en faire énormément de choses positives, et c'est valable avec tout le numérique, hein, les écrans, les réseaux sociaux et Internet. C'est juste une question de positionnement en fait et d'outils. Donc, le jeu, c'est quelque chose de très fondamental de toute façon pour la construction de l'humain. Chez l'enfant, le tout petit enfant, il apprend finalement à être un humain en jouant. Il joue avec sa bouche, il joue avec ses doigts, il joue avec son corps, il joue avec tout ce qui peut, avec tout ce qui est autour de lui, hein, dans son environnement, parce que c'est comme ça qu'on se construit, qu'on finit par finalement avoir une image de soi qui est constituée à l'intérieur, qu'on arrive à rêver, à penser et à gérer nos frustrations. Parce que quand on est tout petit, au début, la frustration, on ne connaît pas, et c'est grâce au jeu et en fantasmant finalement des résultats positifs, etc., qu'on arrive à différer l'angoisse, à se l'approprier au fur et à mesure. Donc, un enfant tout petit, quand il est angoissé, il joue. Quand le sein n'arrive pas, il joue. Quand son biberon n'arrive pas, il joue. Donc jouer, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à sortir d'énormément de situations et qui finalement nous permet de juste nous constituer ce qu'on appelle une enveloppe psychique finalement pour la suite. Ce qui est très important aussi, c'est quand on joue, on fait comme si. Hein, on commence une histoire d'enfant par on dirait qu'on joue aux gendarmes et aux voleurs avec les doigts. On n'a pas besoin d'être réellement dans le jeu pour se dire qu'on est dans le jeu. Donc il suffit de commencer sa phrase par comme si, et finalement on rentre dans un espace potentiel qui a été appelé comme ça par Winnicott, un grand pédiatre des années 50. Cet espace potentiel du comme si du jeu, il est vraiment fondamental, parce que finalement un enfant tout petit fait la distinction entre le monde réel et le monde virtuel, entre le jeu et la réalité. Il sait quand il met ses doigts pour faire les gendarmes et le voleur, il n'a pas un vrai pistolet dans ses doigts. Il le sait, mais il joue avec. Et c'est bien parce qu'il peut jouer avec que finalement il met à distance aussi ses pulsions destructrices, ses angoisses, etc. Une petite pause sourire. Ce qui est important aussi, c'est qu'en français, on dit jouer. Alors qu'en anglais, on va dire, on a deux verbes. On va avoir le playing et le gaming. Le gaming, c'est vraiment le jeu qui comporte des règles, des contraintes, des objectifs, des éléments perturbateurs. C'est très carré un jeu. Le jeu des adultes est très ennuyeux pour les enfants. Les enfants comprennent pas pourquoi nous, on se contraint à avoir des règles. En fait, c'est complètement absurde pour un enfant. Alors que pour nous, c'est rassurant. Nous qui n'avons plus envie de jouer ou de régresser, nous qui avons déjà assez joué quand on était tout petit, on a envie de jouer avec des règles plutôt. Un enfant ne met jamais de règles nulle part. Les règles évoluent au fur et à mesure du jeu. Il suffit de rencontrer un pavé par terre et hop, le jeu change. On rencontre une feuille morte par terre et hop, le jeu change d'objectif aussi. L'enfant, il joue tout le temps avec tout, avec son environnement. Et c'est ce qu'on perd aussi au fur et à mesure en grandissant, parce qu'on a du mal à garder cet aspect du jeu finalement qui nous angoisse un peu, hein, en tant qu'adulte. Mais c'est très important justement de faire cette distinction, parce que on joue beaucoup avec des règles, hein, on joue à des jeux de cartes, on joue à des jeux de société, etc. Mais ce qui intéresse vraiment l'enfant, c'est le jeu qui évolue au fur et à mesure, et d'autant plus à l'adolescence où quoi de plus beau à l'adolescence que d'enfreindre des règles, de mettre des cadres et de les enfreindre au fur et à mesure. C'est le principe, hein, de l'adolescence, d'être un petit peu tout le temps aussi en excès et de remettre en question les règles du jeu. Parce que finalement, ces règles du jeu qui sont posées, par qui elles sont posées, pourquoi et pourquoi faire, ça, c'est un peu des questions qui nous animent aussi potentiellement toute notre vie. Donc pourquoi on joue quand on est petit, qu'on a passé ces 2-3 premiers mois de la vie à jouer avec sa bouche, etc. On va jouer pour accepter la réalité. La frustration, on arrive à la gérer de mieux en mieux quand on joue, puisque de toute façon, on sait que c'était un comme si du jeu, et c'est pas nous qui sommes détruits quand on joue. Pourtant, ça remet en question beaucoup d'éléments, et c'est pas si évident que ça d'apprendre à perdre et à recommencer, persévérer. Et donc un enfant, il va recommencer pour voir si la réalité revient, si la réalité est toujours la même. Il va empiler des cubes, il va se jeter dessus, et on va se dire, c'est un futur psychopathe de moins de 3 ans, on l'a identifié avec son ADN, ça y est.
Bon, non, en fait, un enfant de 3 ans qui se jette sur des cubes, il éprouve la réalité de ces cubes. Il regarde s'il peut refaire le jeu, s'il peut refaire autrement, s'il peut refaire de la même manière, si les cubes cassent, si un adulte met une règle. Voilà, c'est ça le jeu de l'enfant, en fait. C'est pas de la destructivité pure, c'est de la destructivité pour pouvoir recréer, pour pouvoir refaire quelque chose de ça et surtout éprouver la matérialité et la réalité de la chose. Si le jeu casse et que l'enfant ne peut pas refaire, il prend en considération que ça y est, le jeu ne reviendra jamais en l'état. Et point. Donc il aura beau inventer tous les jeux qu'il veut et tous les fantasmes qu'il veut, de toute façon le jeu sera cassé et on ne reviendra pas en arrière. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi très importantes parce que ça nous permet de nous constituer. Mais en même temps, l'enfant sait qu'il peut aussi persévérer. Et à travers les jeux vidéo, on voit tous ces joueurs qui passent leur temps à refaire des parties pour obtenir un score un peu plus grand. Bon, combien de gamins vont refaire des exercices de maths 50 fois de suite, alors que refaire un Tetris pour gagner des points sans aucun objectif, ça on va pouvoir le refaire 50 fois. Donc c'est assez rigolo aussi de voir finalement comment on peut travailler sur la persévérance et la frustration en étant simplement dans un aspect ludique, en étant en train de sourire. On apprend énormément de choses. Un enfant, il se constitue complètement à travers le jeu. Ce qui est très important, c'est que le jeu, donc ce comme si du jeu, il permet un espace où tout est possible. Donc on peut s'inventer des vies, on peut s'inventer n'importe quel personnage, on peut s'inventer n'importe quelle mise en scène, on peut s'inventer un personnage, une identité, on peut s'inventer plein de personnages multiples et les jouer à tour de rôle. On voit un enfant tout seul, il est capable on pourrait se dire qu'il est schizophrène, il joue 30 personnalités en même temps, il s'écrit tous ses scénarios. Oui, c'est ça un enfant. On a cette capacité aussi de changer de position, de changer de structure, et c'est extrêmement important de se dire que tout est possible au moins dans un endroit, parce que la réalité, on le sait bien qu'elle est frustrante et contraignante en fait. Donc heureusement qu'on a le jeu aussi pour s'échapper de temps en temps. Cet espace où tout est possible, on le retrouve beaucoup au moment de l'adolescence et de ces grands enfants qui jouent aux jeux vidéo. Ces jeux extrêmement violents, comme GTA par exemple, qui font souvent lever les poils, on peut tout se permettre. On va voler des voitures, on peut écraser des piétons. Alors de l'extérieur, c'est complètement fou. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on va écraser des piétons comme ça? Parce qu'on est dans un jeu. Jamais on le ferait dans la réalité. Ce qui est intéressant, non, le joueur de GTA qui s'amuse à écraser des piétons dans le jeu, il le fera pas dans la réalité. C'est celui qui est frustré, qui n'arrive pas à le faire dans le jeu, qui ira plutôt le faire dans la réalité. Justement, en fait, c'est là où il faut pas forcément aller s'inquiéter sur ces jeux qui sont violents, mais plutôt aller accompagner et regarder ce que l'enfant est en train de faire et y mettre un regard d'adulte pour vérifier justement ce qui est en train de se passer. Parce que beaucoup de gamins, en fait, vont jouer à GTA parce que c'est un jeu d'adulte, qu'ils ont envie de transgresser une règle parce que c'est déconseillé au moins de 18 ans, mais en fait ils vont être dans un aspect contemplatif, ils vont se balader, ils vont rentrer dans une voiture mais ils n'ont pas l'impression de la voler, parce que il suffit juste d'appuyer sur un bouton, on fait sortir la personne, on rentre dedans, on n'a rien fait de mal en fait, on n'est pas dans une position où finalement on est dans une destructivité, on se balade avec une voiture et au pire on s'amuse et on voit qu'on peut rentrer dans des panneaux, pas si on l'accompagne, en fait, justement. Le tout, c'est de considérer que les jeux et tous ces espaces-là sont des espaces sans risque, sans limite, sans conséquences. Derrière, effectivement, il faut aller accompagner les enfants et comprendre ce qu'ils en ont compris, comprendre ce qui les a touchés, comprendre quelle terreur pourrait être suscitée éventuellement par ça, comprendre quelles limites c'est en train de toucher, comprendre ce que le gamin est en train de faire dans le jeu. Non, pas du tout. Je vais passer à la suite et je vais vous montrer quelques petits exemples. Ce qui est en tout cas le plus important dans les jeux vidéo, justement, c'est qu'on est interactif. Contrairement à la télé ou un film violent qu'on pourrait subir passivement, en regardant des images passivement, on interagit. Mais comment on interagit? Finalement, pour aller d'un point A à un point B, on imagine juste Mario où il faut sauter sur un champignon, on va de gauche à droite. Mais c'est pas aussi simple que ça. Pour aller de gauche à droite, on peut pas juste avoir pensé je vais aller à droite. Il faut se dire d'abord je vais aller à droite. Ensuite, mon corps doit faire une action psychomotrice pour aller cliquer sur la souris ou sur le clavier pour faire la bonne action qui fait que mon bonhomme se déplace jusqu'à droite. Donc en fait, on a mis en place 5 ou 6 fonctions cognitives de suite. Donc, le cerveau ne fait pas rien quand on est en train de jouer aux jeux vidéo, contrairement à la télé. Quand on regarde la télé, on sécrète les hormones alpha qui sont les mêmes que quand on dort.
On subit passivement. On est dans un rêve éveillé, fantasmatique. Le jeu vidéo, il a ça de puissant que justement, on se l'approprie et que ça nous permet de pouvoir travailler en profondeur justement ces éléments qui peuvent être éventuellement violents. On peut justement aller se défouler à travers un jeu parce qu'on va canaliser aussi quelque chose à un endroit précis. Le problème, c'est quand ça tourne en boucle. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'une n'importe quelle situation tourne en boucle. Donc, si un gamin, pendant une semaine, il a une surdose de violence, il a besoin de s'enfermer pendant une semaine sur cette violence-là, ok. Si au bout d'une semaine, il y a quelque chose qui se passe pas, qui continue à être compulsif, qui tourne en boucle, oui, là, on va dire, bon, là, il y a un problème. Comment on emmène ça vers la réalité? On va faire quelque chose. Mais si finalement, c'est la société qui est violente, les copines à l'école qui elles sont pas forcément en adéquation. C'est compliqué, par exemple, l'adolescence. C'est un moment où on est en bouleversement absolu. Le corps change, les poils poussent, mais pas forcément assez vite. On change de rapport à l'autre. Comment on se positionne par rapport à d'autres gamins aujourd'hui? On se drague par Internet, on se drague par Facebook. Comment on fait aujourd'hui? Les gamins sont très méchants les uns avec les autres. Ils se mettent des messages méchants sur Facebook. C'est leur nouvelle manière de draguer. Mais comment on se positionne, en fait, les uns les autres? Ça a toujours été compliqué, mais aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. On est dans un tel espace de liberté et d'individualisme aussi que le rapport à l'autre est extrêmement complexe. Donc, le jeu vidéo peut aussi permettre, par moment, de se suspendre aussi dans le temps, de s'éprouver narcissiquement en allant travailler son personnage, ses forces, ses faiblesses, comprendre aussi un certain nombre de choses, ou juste se suspendre dans le temps. Comme n'importe quelle personne pourrait, par exemple, jouer à Angry Birds, à Candy Crush ou à Solitaire sur son ordinateur à un moment où il attend une réponse importante, un coup de fil important de son patron qui va peut-être le virer. Ou bon, on a tous été dans des situations où en fait on est angoissé, on a besoin d'avoir un élément extérieur en fait qui vient juste nous aider temporairement. On sait que c'est temporaire, mais oui, la tablette de chocolat qu'on a envie de manger le soir parce qu'on va pas bien, bah oui, on la mange. On sait que c'est mal, on le sait. Mais en fait, on est bien content de l'avoir mangé parce qu'à ce moment-là, notre frustration, elle était ingérable et il fallait qu'on soit pas frustré en fait. Et le jeu, ça peut être aussi tout simplement ça. C'est notre manière à nous de nous guérir sans forcément avoir les réponses ou les questions qui se formulent. Et l'adulte ou la personne extérieure qui voit la personne jouer va justement pouvoir dire, il y a une question qui est en train de se formuler à l'écran. Tu vois pas que tu es en train de faire tout le temps la même chose là? Tiens, si j'allais t'apporter un regard extérieur, juste, moi j'y connais rien, mais je vois que tu fais tout le temps la même erreur. Tiens, moi j'y connais rien, mais je vois que tu restes bloqué à ce chapitre. Tiens, moi j'y connais rien, mais je vois que là tu as l'air de t'énerver un peu tout seul. Est-ce que bon, peut-être juste de l'extérieur, moi je sais que quand je recommence trop de fois quelque chose, je commence à m'énerver, j'arrive plus à le faire, peut-être qu'il faut que tu passes à un autre jeu, peut-être, bon, comme on le ferait avec n'importe quelle situation finalement, il suffit juste d'aller se poser la question. J'anticipe un peu sur d'autres choses, mais c'est vrai que la question qu'on me pose souvent, c'est à partir de quel âge je peux acheter tel ou tel jeu vidéo à mon gamin? C'est un jeu violent. Est-ce que je peux, à partir de quel âge je compte Facebook? On me pose tout le temps des questions en tant qu'experte, et moi je réponds toujours, c'est vous les parents, c'est vous les adultes, je n'ai pas à vous donner de réponse à vos questions, je ne peux pas, c'est subjectif tout ça. Quelles sont vos valeurs familiales? Comment vous avez été éduqués? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Est-ce que vous leur faites confiance? Est-ce qu'ils sont matures? Comment ça se passe chez vous? Mais mettez juste du dialogue, les uns avec les autres, écoutez-vous, et à partir de là, vous saurez. Est-ce que ça viendra à l'esprit de quiconque là ici de me demander si vous pouvez faire lire Sodome et Gomorrhe à votre enfant à 8 ans? Personne n'y penserait. C'est exactement pareil avec les jeux vidéo et tout le reste. À un moment, c'est juste, est-ce qu'on ne peut pas aller simplement penser les choses autrement et se dire que finalement ces outils-là sont des outils. Sodome et Gomorrhe, ça peut être très bien pour la littérature, mais à quel âge? Est-ce que finalement on a envie d'aborder ces sujets-là avec son gamin à cet âge-là? Bon. Pourquoi pas? C'est un choix. Mais il vous appartiendra à vous, le choix. Aucun expert ne pourra vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous d'aller questionner un certain nombre de choses. Et si vous n'avez pas les réponses, dans toutes ces interactions, les gamins sont ravis de parler de leur jeu. Je vais avancer un petit peu, mais il suffit de poser la question à un gamin et pendant une demi-journée, vous avez un gamin qui parle tout seul de son jeu. Lancez-le sur quel est le nom de ton avatar, à quel type de jeu tu joues, comment ça se passe avec tes copains, t'as gagné hier. C'est bon, vous avez 12 heures devant vous d'un flot de paroles, d'un gamin qui vous raconte entièrement tout, ce qu'il aime dans le jeu vidéo, pourquoi, comment est son avatar, comment il a gagné avec ses copains. Et là, vous avez tout le vocabulaire du jeu, tout ce qui se passe, l'effet primitif, l'esprit sportif, la dynamique de groupe. Enfin, en fait, on peut tout analyser si on écoute un gamin parler de son jeu vidéo.
On a entièrement toutes les réponses, ses conflits, ce qui va pas à l'école, s'il a des copines, des copains, on a entièrement toutes les réponses. Un gamin, un ado, posez-lui la question, est-ce que tu as trouvé une petite copine? Sa réponse, ça sera ça. Ou alors il va claquer la porte, ou il va, demandez-lui de parler de son avatar et de ses copains sur World of Warcraft, sur Call of Duty, s'il a battu une fille sur Call of Duty, là, c'est bon, vous avez encore une fois 4 heures de discussion devant vous, où en fait vous saurez exactement tout ce qui est en train de se passer dans sa vie privée. Mais c'est aussi simple que ça, c'est un outil de médiation qui est juste formidable en fait. Les gamins ils sont tous sur les jeux vidéo, donc pourquoi pas aller leur poser la question en fait. Et si vous vous sentez démunis parce que vous n'avez pas les réponses, les gamins ils vous les donneront les réponses, avec leur esprit biaisé bien sûr, puisque leur but c'est quand même de vous montrer certaines limites pour qu'ils puissent jouer avec vous après derrière, parce que comme vous connaissez pas suffisamment, ils vont quand même vous trimballer un peu. Donc c'est là où il faut aller réfléchir un petit peu plus ou aller chercher d'autres informations pour être toujours l'adulte. Sinon, c'est toujours le gamin qui est l'adulte, c'est lui le référent technologique, il vous mène par le bout du nez et puis il vous dit juste ce qui l'intéresse que vous sachiez. Et ça, c'est pas forcément toujours une très bonne chose parce qu'après, on est démuni face à un enfant roi qui, lui, a toute la connaissance technologique entre ses mains et vous, vous pouvez que essayer de lui faire confiance, ce qui est quand même déjà un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est un super reflet vraiment de ce que l'on est. C'est un théâtre externalisé finalement de ce que l'on est en termes de processus inconscient, le jeu. C'est d'abord un divertissement, mais au final, c'est vraiment cathartique. On se défoule, on arrive à trouver plein de réponses à nos questions. Pourquoi on utilise tel ou tel type de jeu? C'est jamais anodin. Pourquoi on va plutôt préférer des zombies ou des plantes ou un univers très réaliste ou un univers où on shoot compulsivement sur des petits cochons verts? Ça va toujours être une volonté spécifique. On ne fait jamais les choses par hasard. Pourquoi tous les diabétiques aujourd'hui jouent compulsivement à Candy Crush? Non mais je pose la question sérieusement. Il y a eu un gros problème à cause de Candy Crush chez les diabétiques, parce qu'il n'y a rien de plus fantasmatique que des bonbons pour un diabétique. Donc on en arrive toujours là aussi. On choisit des jeux, on choisit des livres, on choisit des choses, sans forcément se poser la question, parce que finalement on est face à l'art. Pourquoi on choisit tel ou tel tableau? Parce qu'il nous a touchés. Mais si on réfléchit, il y a toujours quelque chose qui fait que il y a cette patte artistique là, il y a quelque chose qui nous a touchés là-dedans et c'est de l'émotion en fait. Et on arrive toujours sur une couche émotionnelle qui fait qu'on a choisi tel ou tel jeu, telle ou telle narration, tel ou tel mode de jeu, tel ou tel film, telle ou telle œuvre numérique ou non, mais c'est toujours dans un certain but en fait, qui nous permet de mettre à distance nos angoisses aussi, de la même manière qu'on lit des contes pour enfants à des enfants. Mais Blanche-Neige, moi j'ai récupéré un gamin qui est phobique des pommes rouges à cause de Blanche-Neige. On se rend pas compte à quel point c'est violent les contes pour enfants. Parce qu'il y a toujours la belle princesse, les bons, etc., donc auxquels le gamin s'identifie, puis il y a les mauvais objets, les méchantes sorcières, mais tout ça c'est nos pulsions à nous, qui sont nos pulsions de destructivité, qu'on ne sait pas forcément gérer, et qu'on projette sur l'extérieur et sur le mauvais objet. Mais un gamin, il peut faire aussi un symptôme sur n'importe quel Walt Disney qu'on peut lui montrer en pensant que c'est bon pour lui. Donc l'intérêt, c'est toujours d'aller se poser la question, comment en fait c'est perçu de l'autre côté. On ne peut pas savoir finalement comment ce sera perçu parce que ce sera toujours très très subjectif. Et si jamais le gamin à 6 ans, il a joué à GTA et qu'on voit qu'il est traumatisé, plutôt que de le gronder parce qu'il l'a fait ou de chercher pourquoi, comment ça a été fait, faut aller se poser la question, est-ce qu'il est traumatisé ? Est-ce qu'il a besoin d'aller se défouler physiquement ? Comment on gère maintenant cette potentielle terreur qui pourrait être suscitée en lui ? Qu'est-ce que c'est en train de faire tout simplement ? Quel est le mouvement qui est en train de se mettre en place ? Et de l'autre côté, toutes ces manières d'évoluer avec soi-même sans forcément se poser des questions, elles ont aussi elles sont un petit peu compliquées sur un point, en tout cas, c'est qu'on est dans une gratification permanente. Donc comme on a tout le temps des points d'expérience, qu'on est tout le temps gratifié par le jeu, ça devient un petit peu compliqué aussi, de l'autre côté, de devoir attendre des récompenses, de devoir attendre des feedbacks, des retours qui finalement dans la vraie vie viennent pas, parce que on a aujourd'hui des gamins qui sont de plus en plus dans l'habitude d'interagir dans l'immédiat avec des outils numériques. Tout de suite, ils vont avoir des points d'expérience, des badges, des étoiles, quelque chose qui montre que s'ils se sont trompés, ils ont tout de suite 20 personnes qui les insultent sur Facebook, s'ils ont mis une mauvaise image. On sait tout de suite en fait. Aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté. Donc,
c'est aussi un point qui est compliqué, sur lequel il faut être vigilant. C'est gratification immédiate, cette interactivité immédiate, elle est géniale pour beaucoup de choses, mais de l'autre côté, c'est bien aussi un moment de pouvoir mettre des stops et de tempérer, parce qu'on est justement dans une temporalité qui se raccourcit, qui passe son temps aussi à se contracter. L'espace-temps, aujourd'hui, il n'a plus aucun sens. On décroche son téléphone et on appelle au Japon. On a une voix dans l'interactivité immédiate qui nous répond. C'est psychiquement pas pensable. On est à 15 000 kilomètres, comment la voix peut arriver dans l'immédiat comme ça? Donc, nous, on a appris à aborder ces choses au fur et à mesure, à se les approprier dans notre quotidien. Mais les gamins, aujourd'hui, ils naissent, ils appuient sur une tablette et ça interagit. Donc, il y a tout un tas de nouvelles questions aussi qui sont en train de se poser par rapport à comment on va réussir à se positionner aussi par rapport à tous ces outils numériques, en allant comprendre suffisamment ce qui se passe dans ces outils, avoir le regard des gamins, parce qu'il est super important. Mais nous, comment on se positionne aussi en ayant assez de recul et en ayant assez, de critique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils ont besoin d'apprendre à apprendre. On est dans l'inversion du référent technologique, etc. fait que c'est devenu très compliqué aujourd'hui de pouvoir aborder les choses dans une transmission directe. On n'est plus dans un professeur qui apprend comme ça de manière verticale. Aujourd'hui, les gamins, ils veulent s'évaluer entre pairs, ils veulent être entre eux, ils veulent jouer en groupe, ils veulent s'analyser entre eux, se donner des points entre eux, se positionner entre eux. L'adulte aujourd'hui est un personnel ressource. Le personnel ressource, il est là en fait pour venir taper du poing sur la table s'il y a vraiment le cadre qui déborde, mais poser des cadres, accompagner au sein de ce cadre, donner toujours un angle différent, déplacer le regard et aider les gamins à accomplir ce qu'ils sont en train d'accomplir. Mais aujourd'hui, les gamins, ils veulent travailler entre eux, ils veulent être entre eux et apprendre entre eux. Ce qui fait que l'adulte a beaucoup de mal à se positionner dans tout ça. Et au lieu d'essayer de se positionner dedans en se disant j'ai trop de retard donc j'y vais pas, ou j'ai trop de retard donc je suis perdu, je vais pas savoir réagir, autant peut-être différer un peu, regarder, écouter ce qui se passe, les laisser faire entre eux, mais justement savoir intervenir finalement au moment où on peut leur apprendre à critiquer l'information. On peut, nous, aller poser une autre question que celle qu'ils sont en train de poser. On peut leur dire d'aller chercher l'information à un autre endroit que là où ils sont en train d'aller chercher. On peut leur dire, attention, Wikipédia, ok, tu trouves aujourd'hui toutes les informations dedans, c'est ton meilleur ami, Google aussi, mais est-ce que Wikipédia, c'est forcément fiable? On peut peut-être aller chercher ensemble sur une encyclopédie. Aujourd'hui, les adultes, ils servent finalement vraiment à leur apprendre à critiquer, à apprendre à apprendre. Les gamins, ils n'ont pas besoin de vous aujourd'hui, ils ont Google et Wikipédia, sérieusement. Ils ont Facebook, Google et Wikipédia. Ils ont toute l'information du monde à leur portée. Ils peuvent chercher n'importe quelle information, ils ont des encyclopédies à portée de main. Le problème, c'est qu'on est dans un tel flux d'informations permanent. Déjà, nous, on a du mal à faire le tri dedans. Comment les gamins, ils peuvent le faire ? Et tout le rôle aujourd'hui, je pense, moi, des adultes, dans cette prévention, dans cet accompagnement des risques et des effets positifs aussi, c'est de réussir à décaler ces regards-là et accompagner ces gamins vers une meilleure compréhension de l'information, une meilleure analyse de l'information, un meilleur croisement de l'information et essayer de s'en sortir tous ensemble en fait en mettant du dialogue là où on a du mal justement à en avoir. Et une fois que ce dialogue-là il sera passé et que les gamins en auront peut-être marre aussi de leur jeu, qu'ils seront passés à autre chose et que tous les adultes auront fini aussi par s'être numérisés parce que ça y est, on est déjà tous dedans malheureusement et c'est déjà trop tard. On avancera encore vers autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur une fracture là qui est un petit peu compliquée. Moi je vois beaucoup de difficultés à communiquer finalement entre ces enfants qui ont envie de cliquer partout et les autres. Et je crois que non, j'ai pas mis cette photo là malheureusement. Si j'y pense après, je vous parlerai des chats et de Candy Crush. Pour passer juste à la suite, toujours sur cette idée de reflet de soi, reflet de ce que l'on est. Finalement, on est vraiment dans un miroir de soi dans le jeu vidéo. L'enfant ou même l'adulte se construit à travers une image extérieure. On projette sur un écran ce que l'on est, mais on joue avec soi-même, on se manipule. C'est une poupée mais en 3D. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec ses limites, on va pouvoir construire son avatar, construire son identité, se raconter des histoires, mais toujours en étant dans un miroir où, quand on joue en ligne, on a plein de gens qui regardent notre avatar. Donc on se regarde nous-mêmes, mais on a plein d'autres gens qui nous regardent aussi. Et on se regarde en train de se regarder. Donc il y a quand même énormément de mise en abîme, finalement, comme ça, dans le jeu avec l'avatar, qui est spécifique au jeu à avatar, parce que tous les jeux ne se jouent pas de cette manière-là. Mais en tout cas, les jeux avec avatar proposent vraiment une identification, une projection qui est extrêmement forte.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement les différentes évolutions de ce qu'est un avatar. Quand on prend le petit pion rouge qui est l'avatar de base, si on se met tous là dans le Monopoly, à un moment ou à un autre, on a tous dû aller en prison sans passer par la case départ. C'est notre petit pion tout simple qu'on a mis dans la case prison. Mais ça nous a fait mal. Ben oui, c'est nous, en fait, qui avons été en prison à ce moment-là, parce qu'on est dans le jeu, on est pris dedans, c'est le but. Donc, plus on avance vers une customisation précise et une personnalisation de ces avatars, plus on peut imaginer à quel point c'est nous que ça touche, en fait. Donc, on a eu des avatars avec des figurines qu'on a pu dessiner de plus en plus. Et après, on est arrivé à des avatars comme dans World of Warcraft, où on a des avatars qui, là, pour le coup, sont extrêmement peaufinés. Les gros joueurs vont avoir passé au moins 120 heures à faire leur avatar. Je dis au moins 120 heures. Oui, ça paraît fou, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Ce qui va être très intéressant, par contre, c'est de regarder, on est sur un même jeu, mais comment la personne s'est positionnée? Est-ce qu'elle a pris la chose au sérieux ou pas au sérieux? Est-ce qu'elle fait partie d'une guilde, donc une équipe qui va l'aider à avancer? Ou est-ce qu'elle joue toute seule? Et auquel cas, elle ne pourra pas jouer très longtemps, elle va s'ennuyer très vite, mais tant pis pour elle. Parce qu'on ne peut pas jouer tout seul à ce type de jeu, malgré ce qu'on peut penser. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que World of Warcraft va être le jeu le plus considéré comme le plus addictogène. Alors qu'en fait, c'est un jeu, on ne peut pas s'en sortir si on ne joue pas en équipe et si on n'est pas en train de communiquer avec des personnes à l'extérieur qui elles-mêmes nous soupèsent dans une dynamique groupale avec de la solidarité, etc. Et ce qui est très intéressant, regardons juste l'avatar dans ce type de jeu, c'est est-ce que la personne a fait attention plutôt à son apparence ou à ses compétences? Juste déjà, on se pose cette question. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a des joueurs qui vont passer donc 120 heures à aller développer des compétences, chercher de l'attirail pour avoir toutes les compétences, l'équipement le plus fort, etc. Donc là, on va avoir des gens qui potentiellement peuvent avoir un narcissisme un peu fragile sur un besoin de prouver des choses dans de la combativité, de la compétition, un problème de faille à ce niveau-là, d'être le plus fort, d'être remarqué, etc. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui vont faire extrêmement attention à leur apparence et avoir passé des heures, non pas à faire les bonnes quêtes pour récupérer le bon équipement, mais qui vont avoir fait des heures et des heures de recherche pour trouver les bonnes couleurs qui vont ensemble et qui vont rendre l'avatar beau. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est d'avoir un avatar beau. On va avoir, en fonction des fonctions qui vont être choisies, si on prend la personne qui va porter les coups, celle qui soigne, celle qui est plutôt fourbe. Enfin, on va avoir des personnalités en fait et des fonctions dans le jeu qui sont totalement similaires à ce qui se passe dans une société en fait. Et c'est très intéressant de voir la personne en général qui tank, donc celle qui veut absolument être le gros taureau qui prend les coups. Souvent, c'est un petit gringalet dans la vraie vie qui justement n'est pas en capacité de prendre ces coups-là. Et là, c'est fascinant parce qu'on rentre vraiment dans un autre degré en fait de compréhension de ce qu'est l'avatar, de ce qu'est le jeu vidéo, de ce qu'est être soi-même en fait. Parce qu'on a une image de soi, mais on a un idéal de soi. Et manque de peau, ce qui fait mal dans la vie de tous les jours, c'est l'idéal de soi. C'est ne pas réussir à accomplir ce qu'on aurait aimé être, mais qu'on n'arrive pas à être. Et l'avatar, il permet vraiment d'être aussi, justement, dans cet entre-deux où on fait porter des choses à l'extérieur, mais en même temps, ça nous permet de les travailler. Et comme on est toujours en interaction avec d'autres gens, on ne tourne pas en boucle, en circuit fermé. On a une responsabilité dans un jeu comme World of Warcraft. On a une fonction. 40 personnes ont besoin de nous pour aller mener à bien une mission. 40 personnes, c'est pas 2 ou 3, hein, 40 personnes. Vous n'êtes pas là, vous êtes endormis, vous n'avez pas assumé vos responsabilités. C'est vos responsabilités que vous n'avez pas assumées. Vous avez une fonction hiérarchique, une place. Et ce qui est fou quand même, c'est que dans un jeu vidéo, on arrive à faire respecter n'importe quelle place à n'importe qui, alors que dans la vraie vie, dites à quelqu'un, reste là, il ira ailleurs. Donc, en fait, on ne supporte pas les règles, la hiérarchie et les contraintes dans la vraie vie. On veut toujours partir de la place où on nous met. Mais dans un jeu, tout ce qu'on fait, c'est rechercher la fonction bien précise, bien rassurante, qu'on connaît bien, qui nous porte narcissiquement. Il est moins le quart? Il est d'accord. C'est une illusion, en fait. Deux. Du coup, c'est une illusion, puisque ça se passe dans le monde virtuel. On réussit à être bien dans le monde virtuel et dans le monde réel, du coup. Alors, c'est toute la difficulté. Je vais vous donner un exemple, parce que de toute façon, bon, je parle trop sans passer les slides, donc c'est pas grave.
il y a 1 an et demi, j'ai rencontré une maman extrêmement inquiète pour son gamin. Elle était terrorisée pour son gamin qui avait 18 ans, donc elle avait plus de mainmise vraiment sur lui. Il avait déjà redoublé 2 fois. C'était la cata absolue. Et elle me disait, mon fils n'arrive pas à avoir le bac, c'est une merde. Bon, voilà, hein, le discours qu'on peut entendre parce que il joue à des jeux vidéo, donc il est idiot. Bon, et puis on discute encore, et puis elle me dit, mais il est champion de France apparemment de son jeu là, mais bon, il n'arrive pas à avoir son bac, donc c'est une merde. Et puis à un moment, où, à prise de cette violence, je lui dis, mais vous vous rendez compte que ça fait 3 fois là que vous me dites que votre fils est une merde alors qu'il est champion de France de jeux vidéo et que vous vous en foutez complètement? Elle me dit, oui, mais c'est pas réel. Donc c'est une merde dans la réalité. Je dis, mais c'est là que vous n'avez rien compris, que votre gosse, il a tout intérêt à rester dans le virtuel. Parce que pourquoi il reviendrait dans le réel? Vous ne le reconnaissez pas, personne ne le reconnaît. Il est bien que dans le monde virtuel. Il est acclamé, accueilli, il gagne des trophées. Tout le monde l'envie sur Internet. Il reçoit des sollicitations, des remerciements, des acclamations partout de la part de tout le monde dans le monde virtuel, qui est pourtant du monde réel, parce que ce sont des gens comme vous et moi qui sont vraiment réels, avec des vrais bras et une vraie bouche quand ils l'acclament. Sauf que dans le monde dans lequel il évolue, lui, dans le monde scolaire, il est en échec, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne pédagogie adaptée à ce type de gamin qui était surdoué, comme les 3/4 des énormes joueurs de jeux vidéo aussi. On fait aucune prévention sur ça. On cherche pas à adapter un modèle économique ou un modèle pédagogique. Et on se retrouve avec des gamins qui, oui, pour quelle raison ce gamin-là serait revenu vers le monde réel à avoir son bac, concrètement? Oui, mais concrètement... mais bien sûr que si, justement. Le problème, c'est qu'au final, ses parents l'auraient accompagné. Parce que moi, je travaille beaucoup dans le milieu du sport électronique, des cyberathlètes et de ces champions de jeux vidéo qui, justement, sont aujourd'hui pas vraiment reconnus. C'est pas des vrais métiers, il n'y a pas de retraite, c'est compliqué. Pourtant, il y a les mêmes business models, vraiment les mêmes modèles économiques en termes d'argent que dans le sport. Les mêmes entraînements, les mêmes... Tout est extrêmement carré. Ils jouent 10 heures par jour en entraînement. Oui, mais c'est de l'entraînement sportif, hein. Vraiment, c'est carré, c'est comme ça, hygiène de vie, sport, etc. pour se défouler, parce que sur son PC toute la journée, ça marche pas, hein, faut se défouler. Bon, c'est des modèles qui sont très carrés. Et pourtant, il y a beaucoup de parents qui vont avoir du mal à accepter que leur gamin, à ce moment-là, soit dans quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement rigoureux, qui gagne beaucoup d'argent avec ça, et qui a un modèle aussi à trouver. Et tant que les parents sont en opposition à ça, le gamin, d'abord, il n'a pas le choix que de continuer vers ça parce qu'il est tellement en opposition avec ses parents qu'il ne reviendra pas. Ça, c'est déjà le premier point. Et si les parents n'acceptent pas d'aller avec le gamin sur ces tournois pour se rendre compte à quel point c'est important, etc., les parents ne trouveront pas le point de bascule pour faire revenir justement vers la réalité. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de ces gamins qui finalement, à un moment ont été champions, puis finalement, oui, ils trouvent une petite copine en fait. Et oui, ils sont champions de 16 ans à 18 ans. À un moment, ils lâchent. Mais sauf qu'ils ont été tellement adulés, ils ont fait tellement de choses qu'ils organisent des événements, qu'ils deviennent coachs, ils essaient de transformer ça en fait. Il y a des possibilités tellement multiples aujourd'hui de transformer ces métiers-là. Il suffit simplement de regarder quelles sont les compétences en fait qui sont en train de se mettre en place. Et ça, c'est primordial. Les compétences qu'on peut acquérir dans le numérique, elles sont primordiales et aujourd'hui, on ne les reconnaît pas parce que justement, elles sont numériques. Alors que, en fait, les 3/4 des compétences qu'on peut acquérir dans les jeux vidéo, etc., elles sont transférables. Je vais passer à ça parce que j'ai plus assez de temps. Mais j'en avais beaucoup. Voilà. Dans les compétences qu'on va pouvoir acquérir, les compétences numériques à proprement parler au niveau cognitif, la concentration, l'attention et la stratégie, c'est déjà les 3 premiers piliers. J'ai oublié le multitâche d'ailleurs sur cette diapositive. Mais en termes d'attention, de concentration et de stratégie, on est non-stop en train de faire ça quand on joue à un jeu vidéo. On planifie des actions comme aux échecs, puisque notre cerveau doit planifier suffisamment d'actions pour pouvoir les mettre en place dans l'écran. Donc on est toujours en train de réfléchir à nos différentes actions futures. On est toujours en train de faire du multitâche, puisqu'on doit gérer plusieurs choses à la fois. On doit penser l'information, cliquer, réfléchir, continuer à avancer, tout en respectant nos objectifs, etc., etc. Donc on est toujours en train de faire travailler notre cerveau. On gère donc les échecs et la frustration, comme je vous le disais tout à l'heure. On est dans une précision psychomotrice fine, très particulière, avec une grande dextérité aussi. Donc ça, c'est pas négligeable non plus.
Et les capacités visuospatiales, donc la 3D, c'est quelque chose qui est extrêmement bien travaillé. Et chez les gros joueurs de jeux vidéo, on a une matière grise qui est beaucoup plus développée que chez les autres personnes lambda, au niveau surtout de la capacité visuospatiale et de la planification, de la prise de décision. Parce que finalement, un joueur de jeux vidéo, il prend une décision tellement rapide que ces circuits cognitifs, ils passent leur temps à se développer. Donc ça crée des connexions synaptiques qui, elles, se démultiplient, et font qu'au final, on a des spécificités vraiment. Donc ça développe pas forcément le reste, c'est sûr. Mais il y a des compétences qui sont quand même indéniables. Et grâce aux capacités visuospatiales, ça fait quand même déjà 3 ans que la NASA recrute les gros joueurs de jeux vidéo parce qu'ils ont des compétences en 3D tellement extrêmes qu'ils ont quand même réussi, par exemple, à trouver la molécule en 3D, enfin pas la molécule, la protéine en 3D du sida, parce que il y a 3 ans, les scientifiques n'arrivaient pas à remodéliser en 3D cette protéine qu'ils avaient qu'en 2D à regarder au-dessus d'un microscope. Ils ont fait appel aux joueurs de jeux vidéo qui ont cette capacité extrême de remettre dans l'espace en fait les formes, et ils ont remodélisé ça. Donc ça a duré 3 semaines. Il y avait 10 000 joueurs de jeux vidéo qui étaient sur le même objectif, trouver cette molécule en 3D, mais n'empêche qu'ils ont fait avancer en 3 semaines 10 ans de recherche contre le sida. Il y a 3 ans. C'est juste que ce sont d'autres modèles et qu'en fait, finalement, on apprend beaucoup de choses. Et moi, j'étais recruteuse, j'étais chargée de recrutement et j'étais chasseuse de tête. J'allais chercher, moi, justement, ce type de joueurs avec des compétences spécifiques parce que, en fait, un CV, on s'en fout. Aujourd'hui, on est dans un recrutement où, de toute façon, tout ce qu'on nous demande, c'est d'avoir des diplômes. Mais on ne sait rien faire avec nos diplômes. Et il est bien là le problème aussi de tous ces jeunes qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de travail. C'est qu'on a tous un bac+5, mais on nous a rien appris à faire. Et les joueurs, ils savent faire. Mais ils ont du mal à penser. Non, mais on est dans un problème qui est complètement opposé, en fait. Et donc tout ça, on peut capitaliser les uns avec les autres. On peut justement tous travailler les uns avec les autres en utilisant finalement par exemple le modèle des 8 intelligences de Gardner. On a l'intelligence hypothético-déductive, qui est celle qu'on utilise de base, mais après on a l'intelligence spatiale, l'intelligence rythmique, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence, je les ai pas toutes là en tête, mais finalement le modèle éducatif ne nous apprend qu'à travailler que 2 maximum intelligences. On ne nous apprend pas que finalement, quelqu'un qui a l'oreille d'or, pourquoi elle serait moins intelligente que quelqu'un d'autre parce qu'elle ne sait pas résoudre une équation comme ça en 2 secondes, on s'en fiche. Si on apprenait à travailler les uns avec les autres, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on sort d'une école de commerce, on est censé être manager. Franchement, vous croyez qu'on sait être manager aujourd'hui en sortant d'une école de commerce ? Non. Par contre, un bon manager, c'est celui qui, depuis ses 15 ans, joue à World of Warcraft, est maître de jeu, qui, pendant 15 ans, a managé ces 40 personnes qui étaient des petits jeunes de 14-15 ans qui avaient envie de faire n'importe quoi, qui prenaient pas les choses au sérieux. Ça, c'est un vrai manager. Aujourd'hui, justement, tous ces genres de jeux vidéo qui ont appris à développer des objectifs, qui ont appris à perdre, mais qui ont appris à réussir. Et dites-moi, dans la société, où est-ce qu'on apprend à réussir aujourd'hui ? Nulle part. On nous apprend que l'échec, c'est terrifiant, qu'on n'a pas le droit d'échouer, mais en fait, on n'a pas le droit de réussir non plus, parce que si on réussit, on est des parias, ça marche pas. Bon, en fait, on n'a rien le droit de faire. Le jeu vidéo, il nous apprend non seulement à perdre, mais en plus à gagner. Et ça, c'est des valeurs qui sont aussi assez fondamentales. Ça nous apprend à communiquer les uns avec les autres. Toutes ces solidarités-là, elles sont incroyables. Et regardez les jeunes. Aujourd'hui, ils ont une tolérance envers les autres qui est incroyable par rapport à nous. Ils sont capables de comprendre n'importe quel mode de communication à l'autre bout de la planète, parce qu'aujourd'hui, du moment qu'on sait jouer les uns avec les autres, on n'a pas besoin de se parler. On connaît les mêmes codes dans les jeux, on sait se parler en fait. Et pour ça, un exemple merveilleux, ça va être un jeu qui s'appelle Journée. Je vais retourner sur je vais vous montrer juste ça. Si j'y arrive, non, je ne l'ai pas. Journée, tant pis. Journée, c'est un jeu qui est juste incroyable. On peut communiquer que d'une seule manière, avec une touche qui fait toujours le même son et qui fait une bulle autour de vous. Alors au début, vous rentrez dans le jeu, vous ne savez pas ce que vous devez faire, et puis vous essayez, vous cliquez, vous voyez une bulle et un bruit, un son. Ça chante, ça fait un son. Bon, vous essayez, vous appuyez plusieurs fois, vous regardez, vous appropriez le bouton. Puis à un moment, comme c'est un jeu en ligne, mais on ne peut pas communiquer avec les gens autrement qu'avec ce bouton, vous croisez des gens. Là, vous dites, je vais appuyer dessus, on va voir. Et on se met à communiquer. L'autre, il appuie plusieurs fois, et puis
ben, on se rend compte qu'on est en train de se parler. On croise quelqu'un d'autre et on se rend compte qu'en fait, on arrive à se parler et à se dire, tiens, mais si tu me suivais, parce que moi j'ai le chemin, et on appuie juste sur un bouton. Alors, moi, à un moment, je me suis perdue, je me suis fait engueuler sur le bouton. Parce que je savais en fait qu'il était en train de m'engueuler. Il a appuyé plein de fois de suite sur le bouton. Donc j'ai compris. Mais pourquoi j'ai compris en fait? Parce qu'aujourd'hui, on a cette habitude de réussir à se comprendre en fait. Il suffit juste sans aller dans le langage, sans aller forcément dans ces éléments qui sont peut-être beaucoup trop complexes pour notre société, les aspects primitifs, finalement, les dynamiques groupales, celui qui est le leader, celui qui est à la traîne mais qui a besoin d'être aidé par le leader, celui qui a toute son énergie à donner mais qui est plutôt un exécutif et pas un penseur, pourquoi on ne devrait pas tous être reconnus finalement, mais en travaillant juste les uns avec les autres. Et c'est ça ce que le jeu vidéo aujourd'hui apporte. Vraiment, et notamment avec les jeux en ligne, toute cette interconnexion, ces individus interconnectés sur Facebook, sur Twitter, sur Google, on est tous aujourd'hui un peu dans cette même mouvance où on est tous les uns avec les autres, mais on est tous obligés de trouver des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes d'apprentissage des uns des autres, et surtout savoir quelle transférabilité on peut mettre en place finalement du numérique vers le réel. Mais concrètement, nouvelle science. C'est un point d'entrée, en fait, le jeu vidéo, mais comme Internet. C'est pour ça que là, j'ai beau vous parler de jeux vidéo, je vous mets une diapositive sur Internet et la créativité. Ce sont des nouveaux espaces. Je prends l'exemple de Candy Crush. Candy Crush, en 6 mois, ils ont réussi à générer $1 million par jour. Quand même, hein. C'est le jeu le plus débile du monde qui a déjà marché pendant, ça fait 10 ans que ce modèle-là marchait, mais ils ont réussi à trouver un modèle qui s'appelle le free-to-play où on vous fait croire en fait que tout est gratuit, mais vous devez vous passer votre temps à payer un tout petit peu. Ça, c'est la pire des choses aujourd'hui qui puisse se passer, et pour les gamins et pour les parents, parce qu'aujourd'hui on a l'achat intégré qui est coché par défaut dans les smartphones, les tablettes, etc. Et les gamins, eh ben oui, si vous décochez pas, attention, vous avez tout ça qui est coché par défaut. Eh ben on a des gamins qui dépensent $4 000 par mois parce que pour eux c'est pas du vrai argent. Ils cliquent continuer. Ben oui, ils se rendent pas compte que c'est pris sur votre compte bancaire à vous. Hein. Donc on parle des jeux vidéo en ayant peur, mais on se rend même pas compte que quand on donne sa tablette ou son téléphone à son gamin, c'est en fait le pire des trucs que vous pouvez faire. Et pourtant, on est dans une société où dès qu'un gamin pleure, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne son téléphone parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un gamin qui pleure, sinon on est des mauvais parents. Mais si on donne son iPhone, on est aussi des mauvais parents. Donc en fait, dans tous les cas, on est mauvais. Si on lui met une claque, il porte plainte contre vous. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors on peut peut-être jouer ensemble alors, puisque de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de solution. Autant accompagner et vérifier ce qu'il est en train de faire, décocher l'achat intégré, et déjà on est un peu tranquille et lui expliquer que c'est pas du vrai argent. Bon, mais l'exemple de Candy Crush, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je prends le métro, je vois des gens qui, tous, sont en train de jouer à Candy Crush. Tout le monde lève les yeux, voit que les autres sont en train de jouer à Candy Crush. C'est le sourire complice. On partage d'expériences communes. On a tous envie de se marrer. Tout le monde joue à Candy Crush. Donc, ça doit être débile. On est complices. On vit déjà un truc entre nous. On se regarde pas, on se connaît pas, on sait pas, mais on a vu qu'on joue au même truc. Et moi, j'ai vu des gens se passer leur téléphone. J'ai vu des gens, moi, me demander comment j'avais fait pour passer tel ou tel niveau. Ça crée du dialogue. Mais sérieusement, on parle du jeu vidéo qui isole et qui nous montre juste, l'ado boutonneux, enfermé derrière son PC, qui ferait jamais rien de sa vie parce qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo. Et en fait, moi, je vois en vrai des gens sur Candy Crush en train de s'échanger leur téléphone dans le métro, là où personne n'est censé se parler. Toujours sur le même exemple de Candy Crush, toutes ces personnes qui n'arrivaient pas à passer les niveaux ou ces personnes qui avaient réussi à passer les niveaux ont fait des tonnes de vidéos tutoriels sur Internet. Et aujourd'hui, vous tapez Candy Crush, vous avez au moins 50 vidéos pour chaque niveau, sachant qu'il y a 560 niveaux. Donc, il y a au moins 50 vidéos pour chaque niveau dans toutes les langues, parce que tous les gens veulent partager et transmettre leurs connaissances. Donc ça doit être un jeu débile. On a en face des gens qui ont appris à s'inscrire sur une chaîne YouTube, enregistrer des parties, les communiquer, mettre des liens dedans, mettre de l'information. Ils ont appris en fait de la technologie, de la technique, apprendre à transmettre une information. S'ils n'avaient pas eu envie de transmettre l'information par Candy Crush, ils n'auraient peut-être jamais appris. Mais n'empêche que c'est en étant un gros joueur de Candy Crush que chaque personne qui a fait une vidéo sur Internet et qui a peut-être potentiellement généré de l'argent derrière, parce qu'aujourd'hui il y a un modèle économique qui fait qu'on gagne de l'argent avec la publicité YouTube, etc. Bon, hop,
on arrive sur un nouveau terrain de jeu, complètement. Tout ça parce qu'il y a Candy Crush qui, à un moment, a été inventé. Mais au final, c'est quoi Candy Crush? C'est juste le reflet de notre société qui est dans un modèle économique qui n'arrête pas d'avancer, qui change toutes les 2 secondes, dans un modèle capitaliste où on nous fait croire qu'on dépense jamais d'argent, mais on en dépense tout le temps. Enfin, on prend juste Candy Crush, on peut faire une méta-analyse de la géopolitique mondiale, comme avec quasiment tous les autres jeux, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est passionnant. Tous ces jeux vidéo sont des reflets de notre société, c'est un état de l'art. Ça nous montre, les créateurs sont des humains, qui eux-mêmes avaient un positionnement d'humain dans un contexte socio-culturel précis. Ils ont fait un jeu qui s'adresse à un public qui est lui-même aussi dans un contexte socio-culturel précis. On prend GTA. GTA, c'est une satire de la société américaine. Personne ne le sait. C'est une satire du pouvoir facile, de l'argent facile, du sexe facile, du gang, de toutes ces choses faciles et débiles de cette société américaine consumériste où l'argent est la seule valeur qui soit, mais qui le comprend. Donc, vous, en tant qu'adulte, vous savez que GTA, c'est la satire du modèle américain, du pouvoir facile, de la télé-réalité, de toutes ces âneries et de ces start-up américaines basées sur Internet, etc. Parce que le dernier GTA, c'est ça, hein, c'est tous les enjeux de pouvoir des start-up américaines, l'argent facile de Google, Facebook, etc., qui nous manipulent, nous. Mais si on ne comprend pas qu'il n'y a pas un adulte à un moment qui vient dire au gamin, bon, c'est bon, t'as bien contemplé, là, ça y est, t'as bien volé tes voitures, mais est-ce que tu en comprends quelque chose, en fait, là-dedans? Parce que toutes ces pancartes, elles te disent quoi, en fait? Eh bien là, on parle de l'histoire, de la politique, des enjeux historiques, de ce qui est en train de se passer, de l'accélération du temps, de la consommation, de ces limites qui ne sont pas posées, est-ce que c'est normal, en fait? Eh bien, c'est bien ça le problème. Le problème, c'est que les parents me disent, on n'a pas le temps, on travaille tous les deux et on n'a pas le temps, on rentre trop tard le soir pour pouvoir gérer et accompagner nos gamins, plus faire notre Facebook à nous aussi parce qu'il faut bien qu'on le fasse. Et de l'autre côté, on a l'école qui doit déjà faire la garderie et qui n'a pas le temps de s'en occuper non plus. Le problème, c'est qu'il faut tous, en fait, qu'on se mette juste dans le même bateau et qu'on se dise tous, bon, c'est trop tard, on est déjà dans le numérique. On est déjà tous complètement numérisés et dématérialisés. On est juste dans un processus qui continue son cours de l'industrialisation depuis les années 50. Maintenant, il faut à un moment mettre un point de stop à toutes ces accélérations et se dire qu'on va s'approprier tout ça, parce que les choses ont été trop vite, qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure d'accompagner ces gamins, parce que justement, les choses ont été trop vite. Il faut que les parents rattrapent leur retard et qu'ils aillent foncer un peu dedans. Parce que concrètement, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est de vouloir recommencer une partie si vous vous êtes pas fixé à un moment un objectif de faire 3000 à Tetris, vous arrivez à 2900 et vous recommencez compulsivement, ce que ça vous rend dingue. Si vous n'avez pas une fois fait ça dans votre vie, vous pouvez pas comprendre en fait ce que c'est que ce besoin de recommencer, d'être piégé dans le score en fait que vous vous êtes fixé. En fait, il y a des choses qu'on peut, les 3/4 des choses, je pense qu'on peut les comprendre sans les vivre. Et finalement, le numérique, c'est quelque chose de tellement spécifique que si on ne le vit pas, on ne le comprend pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vais venir sur une autre... ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de travailler sur la transférabilité, justement. Et je vous parlais de YouTube tout à l'heure, parce que YouTube, c'est ce qui fait carton plein. YouTube, c'est Google. YouTube, c'est, en termes d'argent, mais c'est incroyable. Et ils se foutent de nous, hein, vraiment, YouTube, parce que c'est incroyable en termes d'argent, en fait, ce que ça peut générer. Le problème, c'est que tous les gamins, aujourd'hui, ils sont sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des mots-clés. Donc, ils vont mettre le mot-clé Call of Duty, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui affole les gamins de 11-12 ans. Ils mettent Call of Duty. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 14 heures, le gamin peut regarder toutes les suggestions qui tournent en boucle avec les mêmes mots-clés, Call of Duty. Si aucun adulte n'arrive à aucun moment pour stopper un peu ça, et demander à ce qu'on fasse autre chose, changer le mot-clé, le gamin, il va rester pendant 14 heures sur ces mêmes suggestions. C'est primordial qu'il y ait un élément extérieur. N'importe qui, que ce soit un copain, un grand frère, l'école ou la bibliothèque, ou peu importe qui c'est. Il faut juste quelqu'un qui, à un moment, dise « Mais attends, qu'est-ce qu'on en fait de ça ?» On le transforme. Si on tapait création de jeux vidéo, tiens, t'es passionné de jeux vidéo, on peut peut-être aller se télécharger Windows Video Game Maker ou j'en sais rien. Ou on peut aller se télécharger quelque chose. On peut regarder. Il y a l'expo jeux vidéo à la Villette en ce moment. Tiens, on peut aller dans la réalité, regarder ce qui se passe. Ou tiens, tu es passionné de Call of Duty, on peut peut-être regarder quels sont les différents métiers qui ont permis de créer ton jeu vidéo.
On va regarder des conférences sur les métiers du jeu vidéo. Bon, comment on fait en fait juste pour faire de la transférabilité, trouver le point qui finalement va être un peu plus intéressant en termes de valeur que ce que le gamin est en train de s'auto-générer tout seul. Parce que un gamin, ça reste un gamin. Et même si vous connaissez pas derrière, vous allez, en regardant son écran, à un moment tilter à quelque chose et vous dire, mais est-ce que en fait c'est pas ça? Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? Si c'est l'armée et la propagande américaine là de ce jeu là qui me paraît bizarre, pourquoi on va pas regarder ensemble des vidéos de ce qu'est réellement l'armée? Comme ça on va pouvoir en parler. Moi ça m'angoisse, lui non. Bon on peut peut-être en discuter. Tout dépend de ce que sont vos angoisses à vous et de ce que vous sentez du gamin. Mais il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer. Et ouais, je vais terminer. Ok. Je vais terminer sur juste cette question de la réalité et de la virtualité. Le problème, en fait, c'est que c'est la même chose. Et finalement, là, aujourd'hui, on est dans un espace virtuel, quelque part. On n'est pas si réel que ça les uns face aux autres. Moi, j'ai été contactée par Internet, on m'a connue par Internet, je suis venue parce que j'ai trouvé Google Maps par Internet. Bon, j'étais complètement virtualisée. Là, je vous montre des images qui sont pas palpables, il n'y a rien de tangible. Donc, quelque part, on est encore dans une continuité là du virtuel vers le réel. Là, je suis en interaction réelle avec vous. Nous sommes un réseau social. Le réseau social, c'est pas tout neuf, c'est pas Facebook qui l'a inventé. Nous sommes entre nous en train de discuter, donc on a un réseau social. Là, si je vous propose tout de suite maintenant de vous faire un groupe Facebook et de vous amener dans la virtualité avec moi, on sera passé du virtuel au réel au virtuel. On sera entre les deux passé par le réel, parce que c'est une conséquence toujours. Oui, le réel est toujours là. Et même si on est virtuel, c'est moi, être virtuel, qui suis réel, qui parle de manière virtuelle à un autre être réel de l'autre côté. Mais en fait, on est toujours des êtres réels. Il n'y a pas plus de pédophiles sur Internet que dans la vraie vie. Malheureusement, il y en a, c'est tout. Comme partout. Donc on apprend aux gamins à regarder à gauche et à droite avant de circuler dans la rue en vrai. On fait pareil avec Internet. On apprend aux gamins à pas accepter de bonbons des inconnus dans la rue. On fait pareil avec Internet. En fait, il n'y a juste aucune différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a peur d'Internet et des jeux vidéo et qu'en fait, on se pose des questions qui sont juste pas les bonnes, puisque finalement, on se pose des questions par rapport au virtuel. Alors qu'en fait, on est tous des êtres réels au départ qui avons inventé Internet, qui avons inventé les jeux, qui jouons avec les jeux. Et Internet aujourd'hui nous ressemble. Ce sont des humains qui l'ont créé. Aujourd'hui, on est sur un Internet 2.0 et c'est l'humain qui remplit d'humains Internet. Donc, si on veut un Internet qui nous ressemble plus ou avec lequel on soit plus d'accord, remplissons-le avec autre chose et avec ce que l'on est nous. Mais de toute façon, tout ça, ça nous appartient en fait. On agit dessus. Et c'est fait par nous, humains. Donc le problème, c'est qu'on est vraiment trop dans ce clivage à vraiment faire semblant en fait que le virtuel est différent de notre réalité, alors que ce n'est qu'une continuité simplement l'un de l'autre en permanence, et que les dangers sont autant présents dans la réalité que dans la virtualité. On peut faire des mauvaises rencontres un peu partout, et toutes ces conséquences, elles sont pas différenciables. Quand une gamine se fait alpaguer pour aller faire des photos sur Internet et qu'elle y va dans la réalité, la conséquence, elle est réelle. Et la situation, elle se passe dans la réalité. Mais quelqu'un viendrait alpaguer cette même gamine dans la réalité et l'emmener dans la même réalité, ce serait la même chose. C'est juste que aujourd'hui, on n'a pas envie de considérer qu'Internet et les jeux vidéo sont un territoire en fait de prévention et un territoire qu'on a le droit de s'approprier aussi. C'est pas réservé aux jeunes. C'est pas réservé aux andouilles non plus. On peut faire des choses extrêmement en plus-value avec les jeux vidéo. Et là, j'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est vraiment d'aller travailler sur tout ce qui est les apprentissages avec les réseaux sociaux pour utiliser, par exemple, ces valeurs-là qui sont aujourd'hui celles des gamins dans les apprentissages, au lieu d'être en confrontation et en conflit, les utiliser de manière intelligente, considérer que tous ces outils sont des outils. Et que quand on achète un marteau chez Bricorama, on a 99% de chances d'aller planter un clou avec. Peut-être qu'il y aura 1% de chance pour qu'on se fasse mal avec, et il y aura un millionième, je sais pas comment on dit, bref, combien de pourcentage il y aura d'aller tuer quelqu'un avec un marteau? Ce sont des outils. Le problème, c'est comme on a peur de ces outils-là, on se positionne pas correctement en face et on crée des symptômes et on crée des angoisses, on parle que des mauvaises choses et on dit juste n'importe quoi en fait. Alors qu'en fait, avec le jeu vidéo, on peut développer tonnes de compétences, on apprend énormément de choses, c'est la connaissance quand même, la culture, on a accès à tout, on peut tout faire.
Mais il faut vouloir le faire et il faut être accompagné pour le faire. On a des tonnes de jeux indépendants aujourd'hui qui sont géniaux, qui travaillent toute l'émotion, toutes les facettes de l'expérience, de tout ce qu'on peut vivre avec des aspects vraiment fabuleux. Si on reste toujours sur les blockbusters, ben oui, on va pas aller forcément très loin. Pareil avec le cinéma indépendant et les bouquins, c'est pareil. On peut avoir quelqu'un qui lit toute la journée. S'il lit du Guillaume Musso toute la journée au lieu de lire du Stendhal, on n'aura pas le même niveau, quoi. Et c'est la même chose, en fait, avec les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, on met tout dans le même panier. Le truc, c'est vraiment de réussir à décrypter quels sont, dans ces paniers-là, en fait, il y a des paniers de crabes, il y a du mauvais, comme avec n'importe quel outil. On a toujours fait du bon comme du mauvais, nous les humains. Mais si on se positionne correctement et qu'on décide, en fait, d'en faire du bien, qu'est-ce qui se passe ? Et Call of Duty étant le jeu aujourd'hui le plus joué par les gamins, 6e, 5e, je le rappelle, alors que bon, censé être déconseillé au moins de 16 ou 18, 18, déconseillé, attention que c'est pas interdit comme en Allemagne, les gamins ils y jouent tous. Bon, alors est-ce qu'on s'alarme parce que c'est du sang partout et que le but c'est de faire des headshots et de couper des têtes et que ça nous paraît violent de l'extérieur, ou est-ce qu'on se dit que c'est une surcouche graphique, qu'en fait c'est juste une surcouche graphique, qu'on nous aurait mis la même chose avec des petites plantes ou des pétales qui sautent à ce moment-là, ce serait la même chose, et qu'en fait les gamins, c'est leur nouveau mythique. Les gamins, ils se draguent dans Call of Duty. Ils vont plus se draguer dans la réalité, ils vont plus se chamailler et se mettre les petits coups de coude qui font que ça se termine mal et qu'on finit par terre. Non, ils vont se tirer dessus dans Call of Duty et se cacher derrière un arbre et jouer à cache-cache. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, la drague et la communication. Mais si on ne s'intéresse pas en fait à ce que les gamins sont en train de faire, on ne comprend pas que c'est un vrai reflet aujourd'hui, un vrai état des lieux, et que si on laisse justement peut-être cette violence, cette destructivité monter, au lieu de le transformer en drague ou en quelque chose qui était en train de se transformer, on n'éduque pas, on n'éduque pas en fait. On regarde de manière lointaine. Le tout, c'est de s'impliquer d'une manière ou d'une autre et de trouver finalement comment pouvoir s'impliquer en allant poser juste les bonnes questions et en se remettant toujours en question. On est face à des outils, et je termine sur ça, qui sont illimités. On a tout en illimité, on est en texto illimité, on est en ADSL illimité, on est tout illimité. Comment on fait pour poser des limites aujourd'hui face à ces outils illimités ? On se met sur Internet aujourd'hui, ça répondra toujours. On peut mourir avant qu'Internet s'arrête. Donc comment on fait ? C'est la première fois depuis toute l'histoire de l'humanité qu'on a des outils qui continuent à interagir avec nous, même si en fait on est presque à deux doigts de la mort, ils continuent à réagir. Avant les outils ils cassaient, il y avait quelque chose, il y avait une fin. Maintenant il n'y a plus de fin. La fin c'est nous. Donc c'est à nous de nous dire, ok, moi j'ai des limites, je me suis assez fait tyranniser par l'outil, là ça je suis pas d'accord, mon point je le mets là, je le mets là, je le mets là, je le mets là, je mets un cadre. Je verrai après si mon cadre il bouge, je verrai si mon cadre il n'était pas approprié, je verrai, mais je me mets un cadre. Pas forcément trop serré, pas trop restreint, pas dans l'interdiction, pas laxiste, un cadre, juste un cadre. Un gamin il a besoin de cadre. Si vous lui dites joue 2 heures, vous savez que ça ne passera jamais 2 heures. Par contre vous mettez par exemple un minuteur au bout de 2 heures, et là vous allez voir à côté, vous restez planté à côté de lui jusqu'à ce que sa partie soit sauvegardée, parce qu'on est vigilant, attention, ce qui compte pour un gamin c'est sa sauvegarde, c'est pas ce qu'il aura fait avant, c'est la sauvegarde. Mais on va rester à côté, par exemple. Le tout, c'est de poser un cadre. Est-ce que mon cadre est débile et que finalement, en ayant mis 2 heures, je me rends compte qu'on est en conflit pendant 1 heure tous les jours et dans ce cas-là, je mets 3 heures, mais on s'y tient ? Ou est-ce que finalement, il faut que je mette mon cadre à 1 heure parce que finalement, 2 heures, c'est que c'était trop ? Mais mettre un cadre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de limite. Donc, il faut qu'on pose juste nous-mêmes nos limites, tout simplement. Est-ce que mon téléphone, je veux qu'il soit sur la table du restaurant systématiquement et que, au lieu de parler avec mon conjoint, je regarde Google Maps et Wikipédia parce que finalement, se parler, c'est nul, mais avoir les vraies réponses à nos questions sur Google dans l'immédiat, c'est bien. Bon, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Regardez les gens au restaurant. Toute la société est comme ça, c'est pas les jeunes qui sont sur Internet ou sur les jeux vidéo, c'est nous qui, à un moment, ne nous sommes pas vraiment appropriés ces outils-là et sommes dans une communication tellement en surcommunication qu'on a un peu tous perdu. Et je crois vraiment que l'essentiel, c'est d'aller se poser des questions et de se poser des limites et de se demander à quel moment nos limites ont été beaucoup trop étendues, à quel moment ça a été tapé sur des limites qui n'étaient vraiment pas les bonnes, à quel moment on peut remettre en question ces limites-là et juste avancer en fait tous ensemble avec ces outils qui sont déjà là et avec lesquels on peut faire de la thérapie, de la pédagogie, on peut rééduquer des personnes qui ont Alzheimer, on peut
On peut aujourd'hui tout faire, hein. On peut faire de la chirurgie précise, on peut tout faire grâce à ces jeux-là. On peut apprendre les échelles mathématiques et physiques à un gamin grâce à Minecraft. Minecraft qui est en bas là en démonstration, c'est un des meilleurs jeux aujourd'hui auxquels moi j'ai jamais joué. Alors que c'est un jeu moche. C'est un jeu moche, c'est des petits cubes, c'est des petits carrés, c'est rien de plus moche. Mais justement, c'est tellement moche que dans notre société avec des jeux trop graphiquement parfaits, finalement, ce jeu moche, il est rassurant. Et en fait, ce jeu moche, comme c'est que des carrés, c'est que des mises à l'échelle. Donc, demander à un gamin de reproduire sa chambre dans Minecraft, il sera obligé de comprendre les proportions, les échelles et les valeurs mathématiques, les courbes, etc. Mais c'est aussi bête que ça, en fait. Votre gamin, il sait faire des maths et de la physique, puisqu'il sait reconstruire quelque chose dans Minecraft. Donc voilà, trouvons les points. Faut discuter, et ce sont juste des formidables outils de médiation, d'entrée en relation, de reflet de soi, et donc c'est des points d'entrée. Avec le jeu et avec le numérique, on a des points d'entrée juste à quasiment tout ce qu'on veut, il suffit juste de le vouloir, en fait. Je me fais couper. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Dans 10 minutes, il y a un goûter. Le goûter. Mais moi, j'ai des collègues profs de maths qui aujourd'hui travaillent dans des environnements virtuels justement avec leurs élèves, qui leur font faire des échelles, de la géométrie, tout ce qu'ils font normalement en fait à l'école, ils le font en 3D, c'est génial. Et lui, il fait tout le temps des soirées dansantes, des soirées brésiliennes dansantes où il nous invite et il faut danser avec son avatar et tout le monde a le casque ouvert, donc on parle les uns avec les autres. C'est tellement étrange. Vous appuyez sur votre avatar, vous demandez est-ce que votre avatar danse, et donc ils dansent les uns avec les autres, et après on vous dit mais viens, on va se téléporter, on va aller regarder un musée, parce que chacun a pu construire un peu sa part du monde, et voilà, et donc on a des amis qui ont reconstruit l'Opéra Garnier, donc on va se balader dans l'Opéra Garnier avec toute la physicalité de ce qu'est le velours, au-dessus, en dessous, le son, à gauche, à droite, les sculptures, les parures, on peut tout faire en fait, c'est vraiment... Et Minecraft d'ailleurs, je vous invite à chercher sur Google, vous tapez Minecraft Timelapse, donc en temps accéléré, Timelapse, et vous tapez n'importe quel monument au monde. Vous aurez une vidéo Minecraft d'une au moins quarantaine de joueurs qui, pendant 3 semaines, aura reconstitué de A à Z à la précision, une précision parfaite, rigoureuse, une connaissance historique, physique, mathématique, une rigueur, mais incroyable. Et une de mes vidéos préférées, moi, c'est le timelapse une des vidéos du musée du Louvre, avec tout le palais du Louvre, mais au détail près, toutes les lumières exactement. Notre-Dame, c'est pareil, la nef, la construction. Comment mieux faire comprendre à un gamin ce qu'est l'architecture romane ou gothique qu'en faisant construire Notre-Dame dans Minecraft? Est-ce qu'un gamin a déjà compris Notre-Dame réellement dans son manuel scolaire, quoi? Faites-lui visiter ça dans Minecraft, avec sa vue où il regarde en haut à droite la nef, les détails, les vitraux, etc. Et là, oui, vous touchez l'apprentissage. Vous avez en plus la sensation d'être immergé avec votre corps. Donc, en fait, la trace émotionnelle et l'expérience, elle reste dans le corps et ça fait garder toutes les traces. L'apprentissage, il est intégré, en fait, aux jeux vidéo et au numérique. Et c'est ça qui est finalement fabuleux. On peut aujourd'hui envisager tout et n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on a envisagé n'importe quoi, mais pas tout pour l'instant. Donc, envisageons le tout. Oui, je peux vous mettre... vous voulez voir la vidéo du Louvre ?